La thalassophobie, c'est la peur des profondeurs marines. Une peur souvent nourrie depuis l'enfance par les légendes, avec la pieuvre géante capable de couler un bateau, les créatures mi-femmes mi-poisson prêtes à t'attirer dans un piège, ou encore les mystères du triangle des Bermudes. Mais je préfère vous le dire tout de suite, la réalité est parfois encore plus étrange que les histoires. Parce que, excusez-moi, mais une créature capable d'atteindre 50 mètres, des traces retrouvées à plus de 4000 mètres de profondeur sans savoir exactement qui ou quoi les a faites, ou encore des bestioles qui donnent l'impression de sortir tout droit du fin fond de la galaxie. Et petit fait intéressant, aujourd'hui on a cartographié uniquement près de 30% des fonds marins. Mais en ce qui concerne la faune et la flore, alors là, on estime qu'une immense partie reste encore à découvrir. NOOA rappelle notamment que plus de 80% de l'océan reste non cartographié et que 91% des espèces marines n'ont pas encore été classifiées. En fait, on a même vu moins de 0,001% du plancher océanique profond. Alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble les horreurs des abysses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine utilise une nouvelle technologie, le sonar. Le principe est simple, tu envoies un ping et tu écoutes l'écho pour savoir ce qu'il y a sous le bateau. En 1942, sur un navire américain, 3 chercheurs, Carl F. Eyring, Ralph J. Christensen et Russell W. Wright, voient un truc impossible. Le sonar détecte une sorte de plancher à environ 300 à 500 mètres de profondeur. Sauf que ce plancher bouge. Il est plus profond le jour et il remonte la nuit. Au début, ils pensent une couche inconnue. Ils l'appellent même la couche ECR avec leurs initiales. Et puis, ce n'est pas de la roche, ce n'est pas un vrai fond en fait. C'est une couche d'animaux. Des poissons, des calamars, des méduses, du zooplancton. Une masse énorme qui réfléchit si bien le sonar que ça crée un faux fond. Alors, pourquoi ça monte et ça descend? Parce que la nuit, ces créatures montent manger près de la surface. Et le jour, elles redescendent dans le noir pour éviter les prédateurs. Et le détail le plus fou, cette montée-descente quotidienne, c'est l'une des plus grandes migrations d'animaux sur Terre. Et ça se passe tous les soirs, partout. Et c'est rien comparé à ce que nous allons voir maintenant. Tu vois ce poisson? On dirait une IA, tellement il est bizarre. Mais il faut savoir qu'il existe vraiment. Il s'appelle le barrel eye ou Macropina microstoma pour les scientifiques du coin. Et la première arnaque déjà sur l'image, elle est énorme. Les 2 yeux sur son visage, en fait c'est pas ses yeux, c'est ses narines. Ses vrais yeux, c'est les 2 orbes verts derrière, enfermés dans une bulle transparente remplie de fluide. Comme un casque. Tu vas voir un truc maintenant qui ressemble à une méduse, sauf que ça peut être plus long qu'un bus, multiplié par plusieurs. On appelle ça un siphonophore, et le plus flippant, ce n'est pas un seul animal. C'est une colonie, une chaîne de morceaux vivants qu'on appelle des zooïdes, tous connectés et chacun fait son job. En gros, imagine une créature faite de mini-organes vivants, c'est un peu le Frankenstein de l'océan. Certains servent à attraper, d'autres à digérer, d'autres à faire avancer la colonie et d'autres à se reproduire. Et là où ça devient absurde, c'est que certaines espèces sont si longues qu'elles sont citées parmi les animaux les plus longs du monde, autour de 40 mètres. Et une expédition a même filmé un siphonophore estimé à 50 mètres. À titre de comparaison, voici ce que c'est 50 mètres à côté d'un humain. Voilà, c'est effrayant. Devant cette image, on pourrait croire que c'est une méduse géante. Mais non. Le truc au centre, c'est un petit animal appelé larvacé géant. Et autour de lui, il construit une maison en mucus. Pas une maison au sens mignon du terme, plutôt une machine de filtration vivante. Cette structure peut faire jusqu'à environ 1 mètre de large, alors que l'animal, lui, ne fait que quelques centimètres. En gros, un petit étard gélatineux dans une gigantesque bulle de slime. À l'intérieur, il y a plusieurs filtres. Un filtre externe pour bloquer les grosses particules et un filtre interne, plus fin, pour récupérer la nourriture. Le larvacé bat sa queue et pompe l'eau à travers tout ça comme une pompe biologique. Et le plus fou, c'est ce qui se passe quand la maison bouche. Le larvacé l'abandonne, tout simplement. La structure s'effondre comme un ballon dégonflé, puis elle coule rapidement vers les profondeurs, chargée de matière organique. Ces maisons abandonnées alimentent cette pluie de matière qu'on appelle la neige marine. Quand on parle de baudroie abyssal, tout le monde pense à sa petite lampe qui brille dans le noir. Mais ça, c'est presque sa partie la plus normale.
Chez certaines baudroies des grandes profondeurs, le vrai cauchemar, c'est la reproduction. Du coup, chez certaines espèces, le mâle est minuscule. Il n'a même pas la lampe. Mais il a un odorat ultra développé pour retrouver une femelle dans l'immensité noire. Et quand il la trouve, il la mord. Dans certaines espèces, il s'accroche juste le temps de se reproduire, mais dans d'autres, il reste pour toujours. Leur corps fusionne progressivement, leur sang finit par circuler ensemble et le mâle devient une sorte d'organe reproducteur permanent accroché à la femelle. Le plus fou, une seule femelle peut porter plusieurs mâles en même temps. Je vous avais dit, on commence à rentrer dans le bizarre. Mais c'est rien comparé à ce poisson. Imagine un poisson de 19 cm qui avale un autre poisson de 86 cm. Oui, presque 1 mètre. Ce petit monstre s'appelle le Black Swallower et sa stratégie, c'est littéralement « je mange d'abord, je réfléchis après ». Il a une énorme bouche, une mâchoire inférieure très longue et surtout un ventre qui se gonfle comme un ballon. Résultat, il peut avaler des proies jusqu'à 2 fois sa taille et 10 fois son poids. Pour un humain de 70 kg, ce serait comme essayer d'avaler un petit cheval ou 10 humains. C'est énorme, on ne se rend pas compte, je crois. Et ses dents, c'est simple, elles pointent vers l'arrière comme des petits crochets. Une fois que la proie entre, c'est très dur de ressortir. Sauf que parfois, il va trop loin. Si la proie est trop grosse, la digestion devient une course. Si ça pourrit avant d'être digéré, le gaz s'accumule et le Black Swallower remonte vers la surface, souvent déjà mort. Morale de l'histoire, ne mangez pas trop. C'est une morale assez nulle. Ok, faisons une petite pause. Faisons une petite pause dans l'horreur des abysses. Parce que il existe aussi probablement la créature la plus mignonne du monde, de l'univers. On l'appelle le Dumbo Octopus à cause de ses 2 oreilles. Sauf que vous imaginez bien, ses oreilles ne servent pas à faire joli. Ce sont des nageoires. Et ce qui est fou, c'est l'endroit où il vit, dans le noir total, et entre 1000 et 7000 mètres de profondeur. On l'a même filmé à 7000 mètres de profondeur dans la fosse de Java. Normalement, à cette profondeur, tout est froid, noir, et la pression est absurde. Donc lui, pour avancer, il ne dash pas en avant comme un calamar, il avance lentement en battant ses nageoires et il peut aussi se laisser dériver pour économiser de l'énergie. Mais du coup, il y a tellement peu de prédateurs que le Dumbo a perdu des armes classiques. Il n'a pas de poche d'encre pour disparaître et encore moins cette espèce de propulsion que tous les calamars ont. Il existe un requin qui était peut-être déjà vivant avant la Révolution française. On l'appelle le requin du Groenland. Et là, la question évidente, comment on peut savoir l'âge d'un requin alors qu'il n'a pas d'eau comme nous? Eh ben c'est simple, en 2016, des chercheurs menés par Julius Nielsen ont utilisé un truc fou. Ils ont daté au radiocarbone les protéines du cristallin de l'œil, une partie qui ne se renouvelle quasiment pas. Résultat, ils ont trouvé des individus à au moins 272 ans et le plus vieux a été estimé à autour de 392 ans, avec une marge d'incertitude. Le requin peut très bien aussi avoir 500 ans. Donc oui, c'est potentiellement le vertébré le plus vieux connu. Et le plus ironique, c'est que c'est aussi l'un des plus lents, mesuré autour de 0,34 mètres par seconde en vitesse de croisière, ce qui est ridicule pour un requin. Et visuellement, il y a un petit détail qui peut mettre mal à l'aise quand on les voit. C'est que beaucoup ont un parasite, l'omatocoïta elongata, accroché à l'œil. Ça peut abîmer la cornée et réduire la vision. Sauf que dans le noir froid des profondeurs, la vue n'est pas le sens principal, donc il s'en fiche totalement. Ce requin vit de la surface jusqu'aux grandes profondeurs, dans des eaux glacées en général. Un animal qui vit des siècles, lentement, dans l'obscurité. Ok, on continue. Quand une baleine meurt en pleine mer, son corps coule. Et au fond, ça devient ce qu'on appelle un whale fall. Mais ne t'imagine pas un cadavre de baleine. En fait, imagine plutôt un immeuble de nourriture qui tombe dans un désert. D'abord, c'est la première phase. Les charognards, requins, crabes, poissons. Ils viennent démonter la baleine morceau par morceau. Puis quand la chair disparaît, il reste l'étape la plus bizarre, les os. Et là, des espèces spécialisées arrivent.
Des vers comme Osedax, littéralement des vers zombies, qui mangent les os et contrôlent la vitesse à laquelle tout disparaît. Et le plus fou, c'est la durée. Dans certains endroits, une carcasse peut être consommée en moins de 10 ans. Mais ailleurs, elle peut rester et nourrir une communauté pendant 50 à 100 ans. Est-ce que tu savais qu'au fond de l'océan, il existe des lacs? Ouais, tu as bien entendu, des lacs sous l'eau. On appelle ça des brine pools. Des poches de saumure tellement salées qu'elles deviennent plus denses que l'eau de mer. Du coup, au lieu de se mélanger, elles coulent et s'accumulent dans des creux du fond, comme une vraie flaque. Et c'est ça le détail le plus surréaliste. Tu peux voir une frontière, un rivage, comme si l'océan avait une plage. Sauf que ce rivage, c'est une ligne de mort. Parce que dans beaucoup de ces lacs, il n'y a presque pas d'oxygène. Et la salinité est tellement extrême que la plupart des animaux qui y entrent meurent. Il existe des endroits dans l'océan où les animaux ne meurent pas attaqués. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Littéralement, des poissons qui se noient. On appelle ça des zones mortes, ou plus exactement des zones hypoxiques. Des zones où l'oxygène dissous devient trop faible pour la plupart des espèces. Les poissons fuient s'ils peuvent, les animaux du fond, eux, n'ont souvent pas cette chance. Mais le plus important, c'est de comprendre comment ça se forme. Souvent, tout commence à terre. Trop d'engrais, trop de nutriments, trop de ruissellement, ça nourrit des algues qui prolifèrent. Puis ces algues meurent, coulent. Et quand les bactéries les décomposent, elles consomment l'oxygène de l'eau. En gros, la zone ne devient pas toxique parce qu'un poison arrive, elle devient invivable parce que l'oxygène est épuisé. Dans plusieurs régions du monde, on observe une désoxygénation de l'océan depuis des décennies. C'est littéralement une expansion de territoire de Jujutsu Kaisen. Quand tu rentres à l'intérieur, tu meurs. Ok, là on va parler d'une espèce qui a un cheat code génétique et qui suscite l'intérêt de tous les scientifiques de Terre. À peu près. Pas vraiment, mais à peu près. Il existe une petite méduse, la Turritopsis dohrnii, qu'on surnomme la méduse immortelle. Et non, ça ne veut pas dire qu'elle est invincible. Ça veut dire qu'au lieu de suivre le cycle normal, naître, grandir, se reproduire, mourir, elle peut parfois faire l'inverse, revenir à une étape plus jeune de son cycle de vie. Quand elle subit un stress, blessure, conditions difficiles, etc., elle peut enclencher une reversion. Et derrière ça, il y a un mot très important, transdifférenciation. En gros, des cellules déjà spécialisées sont reprogrammées pour reconstruire autre chose. Mais attention, immortelle ne veut pas dire elle ne meurt jamais. Elle peut se faire manger, tomber malade ou ne pas réussir sa reversion. Donc elle n'est pas invincible. Elle est biologiquement capable de contourner la vieillesse. Et c'est là que les humains deviennent obsédés par elle. Si on comprend comment cette méduse reprogramme ses cellules, on peut peut-être mieux comprendre la régénération, le vieillissement et certaines limites de nos propres tissus. Pas pour devenir immortel demain, mais pourquoi pas après-demain. Le plus fou, c'est que même aujourd'hui, il reste des zones d'ombre. Fréquences réelles dans la nature, confusion entre espèces, mécanismes exacts. En réalité, cette méduse reste encore un mystère complet pour nous. Mais qui sait, un jour peut-être que grâce à elle, on arrivera à ne plus jamais être des vieux. Ok, maintenant, si je te montre ça sans contexte, tu me dis quoi? Un alien? Une créature de film? Peut-être même une image par IA? Non. Cette créature a été filmée dans les profondeurs de l'océan et c'est un vrai animal. C'est un calamar big fin du genre Magnapina. Et honnêtement, le nom calamar ne prépare absolument pas à ce que tu vois. Ce qui rend ce truc aussi dérangeant, c'est sa silhouette. Il a un corps, en réalité, relativement petit, de très grandes nageoires, d'où le nom Big Fin, et surtout des appendices extrêmement longs. 8 bras et 2 tentacules qui peuvent descendre comme des fils dans le noir. Et le détail le plus bizarre, il se plie en angle presque droit, comme des coudes. C'est ce qu'on appelle souvent la posture en elbow pose. Résultat, on dirait surtout une marionnette contrôlée par quelqu'un au-dessus de l'océan qu'un véritable animal. Et ce n'est pas juste une créature rare qu'on connaît vite fait. Non, en réalité, le Big Fin est tellement rarement observé que chaque vidéo est un petit événement. NOAA rappelle qu'il n'y a eu qu'environ une douzaine d'observations confirmées pendant longtemps.
malgré une distribution large dans l'océan profond. En 2021, quand NOAA en a filmé un à 2385 mètres de profondeur, c'était déjà une grosse observation. Et ce qui est encore plus fou, le Big Fin peut vivre encore plus profond que n'importe quel autre calamar connu, avec un record cité par le NOAA à 4735 mètres. Maintenant, le passage qui fait vraiment exploser le cerveau, c'est sa taille. Quand on dit qu'il peut être très grand, on parle surtout de ses appendices, 6 mètres de long. Il peut atteindre jusqu'à 6 mètres de long et le plus grand connu mesurait environ 6,4 mètres. Et là, normalement, on peut se demander, ok, mais il fait quoi concrètement? Il chasse comment? Il mange comment? Et c'est là que le sujet devient encore meilleur, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas complètement du moins. Le NOAA explique que l'usage exact de ses bras et tentacules reste inconnu encore, mais que les appendices possèdent des minuscules ventouses et que des scientifiques pensent qu'ils pourraient piéger des proies qui touchent ces filaments pendant qu'ils pendent dans l'eau, ou même les traîner près du fond pour manger les pauvres tripod fish par exemple. C'est à se demander pourquoi aller dans l'espace quand on n'a encore rien découvert sur notre propre planète. Très bien, là on va faire un jeu. Entre ces 4 images, à votre avis, qui est de la même famille que cette créature? Car oui, il y a une personne qui est de la même famille que ça. Je vous le donne dans le mille, c'est Bob l'éponge. Oui, cette créature est une éponge. Mais pas une éponge normale, une éponge carnivore. Elle s'appelle la Chondrocladia lyra ou la harpe sponge, éponge harpe en français, à cause de sa forme. Elle vit à environ 3300 à 3500 mètres de profondeur sur des fonds vaseux au large de la Californie. Et là, premier truc important, la plupart des éponges sont censées être des animaux ultra passifs. On est d'accord. Elles filtrent l'eau, récupèrent des particules et basta. Mais celle-là a décidé de changer de stratégie. Au lieu de dépenser de l'énergie à filtrer presque rien, elle piège des proies plus grosses et plus nutritives, comme des petits crustacés. Bon, fallait pas non plus s'attendre à un McFish. Mais des petits crustacés, c'est déjà pas mal pour une éponge, je trouve. Je ne sais pas qui lui a donné le nom d'éponge. Son cerveau est très spongieux, en tout cas. Maintenant, regarde ça. Des motifs presque parfaits en forme d'hexagone, comme un nid d'abeilles imprimé dans le sable, sauf que c'est au fond de l'océan. Ce phénomène a un nom, la paléodiction, et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Paléodiction est connu depuis longtemps, mais pas comme un animal, comme une espèce de trace fossile, une trace laissée dans le sédiment retrouvée dans des roches très anciennes. Sauf qu'on observe des formes modernes similaires aujourd'hui, dans les grands fonds, typiquement entre 1400 et 4000 mètres de profondeur. Et récemment, on a même rapporté des observations à des latitudes subarctiques et à plus de 4500 mètres. Donc oui, ce motif fossile existe encore là, sous nos pieds. La question évidente c'est, qui fabrique ça? Et c'est là le cœur du mystère. Malgré des observations modernes et des études, on n'a pas de preuve directe du Tracemaker, l'organisme exact responsable. Du coup, les hypothèses partent dans tous les sens. Certains pensent à un réseau de galeries, d'autres imaginent un système pour piéger ou cultiver de la nourriture microbienne. On voit la structure, on mesure sa régularité et on n'a pas le coupable. Dans les années 90, le NOAA enregistre des sons dans l'océan via des hydrophones. Et certains sons sont tellement étranges que des gens leur donnent des noms, comme si c'était des légendes urbaines. Le plus célèbre, c'est le bloop, un son énorme, ultra lointain, capté dans le Pacifique. L'océan produit des bruits énormes, sans même qu'on en connaisse l'origine. Et justement, il existe un endroit au fond de l'océan où la chimie fait un truc encore plus fou que n'importe quel monstre. Ce lieu s'appelle Lost City. Des cheminées blanches comme des ruines au fond de l'Atlantique. Et ce qui rend Lost City fascinant, c'est que ce n'est pas un fumeur noir volcanique à 400 degrés. Ici, c'est plus calme, plus stable. Les fluides sont plutôt autour de 40 à 90 degrés.
et très alcalin. Le moteur, c'est la serpentinisation. L'eau réagit avec certaines roches profondes et ça produit naturellement de l'hydrogène et du méthane. Et ces molécules deviennent un carburant pour des microbes, un écosystème alimenté par la chimie, pas par le soleil. Et c'est là que ça devient questionnant. Si la chimie peut nourrir la vie comme ça, alors peut-être que la vie n'est pas née dans la lumière, mais dans la roche, dans l'obscurité avec de l'énergie chimique. Sauf que voilà le dernier twist de la tier list, on commence déjà à vouloir exploiter ces mondes. Les minages des grands fonds visent notamment des zones riches en nodules polymétalliques. Le débat est simple et c'est ça qui fait peur. On parle d'extraire des ressources dans un environnement extrême alors qu'on est encore en train de découvrir ce qui vit, comment ça fonctionne et à quel point c'est fragile. Donc au final, la vidéo ne finit même pas sur un monstre, elle finit sur une question. On regarde vers l'espace en se demandant si des aliens existent, mais on n'a même pas encore compris notre propre planète. Et peut-être que le vrai dernier niveau, ce n'est pas ce qui se cache au fond, c'est ce qu'on va décider d'en faire.